Dans cette vidéo, je vais dire les 10 œuvres de littérature africaine qui sont incontournables à mon sens. Restez jusqu'au bout parce que le numéro 1 va sûrement te surprendre. Alors forcément, ce classement est subjectif parce qu'il dépend premièrement des livres que j'ai lus, parce qu'il y a sûrement des livres de littérature africaine qui sont des chefs-d'œuvre mais que je n'ai jamais lus. Et deuxièmement, il dépend aussi de ma sensibilité personnelle parce qu'il y a forcément des œuvres qui sont très reconnues, très populaires, mais qui ne m'ont pas vraiment touché quand je les ai lues. Je commence par les mentions honorables, donc des livres que j'ai beaucoup aimés mais qui ne peuvent pas figurer dans mon classement parce que je ne peux en mettre que 10. Le premier, c'est L'Enfant Noir de Kamara Lai. L'Enfant Noir de Kamara Lai, c'est vraiment un classique. Toutes les personnes qui s'intéressent à la littérature africaine, soit l'ont lu, soit ont entendu parler de ce livre-là. Mais c'est un très bon livre, un incontournable, mais malheureusement, je ne l'ai pas mis dans mon top 10. Deuxième livre que j'ai pas mis dans mon top 10, c'est le premier roman de Amadou Kroma qui s'appelle Le Soleil des Indépendances. Alors, il y a bien un livre d'Amadou Kroma qui est dans mon top 10. Il fallait que j'en mette un. J'ai pas voulu en mettre plusieurs. Donc, Le Soleil des Indépendances aurait vraiment pu être dans ce classement-là. Mais voilà, j'ai choisi de ne pas le mettre dans ce classement. C'est son premier roman et c'est un roman qui a connu un énorme succès. Si vous vous intéressez de près ou de loin à la littérature africaine, vous avez peut-être entendu parler de ce roman-là. Mais il ne sera pas dans mon top 10 parce que je ne peux en mettre que 10. Autre roman que j'ai beaucoup aimé et qui a aussi connu un énorme succès, c'est Americana de Chimamanda. Chimamanda Ngozi Adichie. Alors, Americana, c'est un roman qui a connu un succès planétaire et qui vous touche vraiment lorsque vous vous intéressez à la littérature africaine. Mais vous verrez que ce n'est pas mon roman préféré de Chimamanda, donc je ne l'ai pas mis dans ce classement. Pareil, un roman que j'ai beaucoup aimé, Les Hirondelles de Kaboul de Yasmina Khadra, je ne l'ai pas mis dans ce classement. C'est vraiment un livre incroyable de Yasmina Khadra qui a été adapté sous forme de bande dessinée et qui a connu aussi un grand succès. Alors, j'ai bien un livre de Yasmina Khadra dans mon classement, mais ce ne sera pas Les Hirondelles de Kaboul. Alors, à la 10e place, on retrouve L'Enfant de Sable de Tahar Benjeloun. Alors, L'Enfant de Sable, c'est un roman qui a connu un grand succès de Tahar Benjeloun. D'ailleurs, la suite de L'Enfant de Sable, qui s'appelle La Nuit Sacrée, a eu le prix Goncourt en 1987. Personnellement, j'ai préféré L'Enfant de Sable à la suite qui s'appelle donc La Nuit Sacrée. Mais considérez que si vous achetez L'Enfant de Sable, vous allez forcément acheter La Nuit Sacrée parce que c'est la suite. Et lorsque vous arrivez à la fin de L'Enfant de Sable, vous aurez forcément envie de lire la suite. L'Enfant de Sable, c'est l'histoire d'Ahmad ou l'histoire du père d'Ahmad. Ça se discute. Le père d'Ahmad a 7 enfants, 7 filles. Et aux yeux de la loi, ce sont ses frères qui héritent. Alors, je ne sais pas si c'est une loi qui a existé au Maroc à un moment donné. Bon, c'est un roman, hein, ça ne se veut pas forcément coller à la réalité. Mais c'est quand même une réalité qui est intéressante de se dire qu'on est dans un pays. Tu peux avoir 10 filles si tu veux, mais tant que tu n'as pas de garçon, ce sont tes frères qui vont hériter. Et ce qui fait qu'en fait, la relation de Ahmad et ses frères est un peu particulière parce qu'Ahmad déteste ses frères. Ses frères sont toujours là en train de rôder, en train d'attendre quelque part la mort d'Ahmad pour pouvoir hériter, ou alors attendre le jour où Ahmad a enfin un garçon. Ce que, bien sûr, ses frères ne veulent pas. Donc, la femme d'Ahmad tombe enceinte une 8e fois, et cette fois-ci, Ahmad, avec sa femme, décide que, quoi qu'il arrive, cet enfant sera un garçon. Le récit nous plonge donc dans un univers complexe et mystérieux d'un père et de son fils, évoluant dans un Maroc empreint de tradition et de secrets. À travers une prose poétique et évocatrice, l'auteur explore les thèmes de l'identité, de la dualité et de la quête de soi. Le récit se déroule dans un contexte où se mêlent réalisme magique et réflexion profonde sur la condition humaine. En plus d'explorer la relation entre un père et un fils, Tahar Benjeloun nous invite à explorer la relation entre le passé et le présent, entre la tradition et la modernité. L'Enfant de Sable est un roman d'une grande richesse littéraire qui nous transporte dans un univers de rêves, de mystères et de désirs, tout en offrant une réflexion profonde sur la complexité de l'âme humaine. Alors, Tahar Benjeloun, c'est quelqu'un que j'ai découvert avec le roman Le Mariage de plaisir, qui, alors le moins qu'on puisse dire, c'est un roman qui demande vraiment beaucoup de courage. Et en fait, ça m'a tout de suite intéressé à l'auteur et je suis allé faire des recherches et je me suis demandé c'est quoi les autres livres que je peux lire de l'auteur parce que j'aime bien les auteurs qui sont courageux. Et en fait, je suis tombé comme ça sur L'Enfant de Sable et La Nuit Sacrée et qui sont vraiment 2 romans qui sont extraordinaires, qui m'ont vraiment transporté, qui m'ont vraiment beaucoup ému et que naturellement je mets dans mon top 10 à la 10e place.
À la 9e place, on reste toujours dans le Maghreb et cette fois-ci, on part en Algérie et on va retrouver Ce que le jour doit à la nuit de Yasmina Khadra. Alors, si vous êtes algérien et que vous avez le cœur un peu sensible, donc préparez-vous parce que ce livre-là, il va vous arracher des larmes. Alors, lorsque je parle de Yasmina Khadra, je ne suis pas vraiment objectif parce que Yasmina Khadra, c'est vraiment l'auteur dont j'ai lu le plus de livres. Bon, il faut dire qu'il en a écrit vraiment beaucoup, mais j'ai lu énormément de livres de Yasmina Khadra parce que, d'une part, c'est vraiment l'auteur qui m'a réconcilié avec la lecture. C'est vraiment celui qui m'a fait aimer la lecture à nouveau. Et d'autre part, Yasmina Khadra est vraiment quelqu'un qui écrit avec une plume qui est vraiment facile à lire. Un roman de Yasmina Khadra, il se lit vraiment, si vous êtes motivé, vous lisez ça d'une traite. Par exemple, ce livre, qui est Ce que le jour doit à la nuit, il doit faire 400, 500 pages. Et vous ne les sentez pas vraiment ces pages-là. Vous ne les sentez pas vraiment ces pages-là, tellement l'histoire est envoûtante. Vraiment, c'est le moins qu'on puisse dire. Yasmina Khadra, d'habitude, il passe 4 mois à écrire ce livre. Il a dit dans une interview qu'il a écrit Les Hirondelles de Kaboul en 4 mois, qu'il a écrit aussi Les Sirènes de Bagdad en 4 mois. Mais ce livre-là, Ce que le jour doit à la nuit, il a mis 1 an à l'écrire. C'est dire à quel point il s'est appliqué vraiment pour faire de ce livre un chef-d'œuvre. Et ce livre, et en fait, on le sent dans le résultat parce que ce livre-là, il est plus complexe. C'est quelque chose qu'il a plus pris le temps de construire brique par brique. Ce que le jour doit à la nuit, c'est l'histoire d'un enfant algérien dans les années 30, fils d'un paysan. Les affaires ne vont pas bien pour le père et le père décide de s'exiler en ville. En ville, la famille est toujours confrontée à la misère. Le père décide enfin de confier son fils à son frère qui est pharmacien et qui a mieux réussi sa vie et qui vit dans les quartiers européens d'Alger. Donc, d'autre part, ce livre, c'est l'histoire de Younes, mais en même temps, c'est l'histoire aussi de l'Algérie parce qu'il se déroule à une période où c'est l'avènement du nationalisme algérien et on assiste aussi au déchirement interne de ce pays. Ce que le jour doit à la nuit nous transporte au cœur de l'Algérie coloniale. À travers les yeux du protagoniste Younes, l'auteur nous plonge dans un récit époustouflant où se mêlent l'amour, l'amitié et les tensions politiques. Yasmina Khadra a une prose vraiment envoûtante et il décrit avec complexité la situation de l'Algérie à cette époque. Le roman offre une réflexion profonde sur l'identité, sur la loyauté et sur les choix difficiles auxquels est confronté Younes. En toile de fond, l'auteur nous dépeint la beauté et la splendeur des paysages algériens et la richesse de sa culture. Il explore également les bouleversements qui ont marqué l'histoire de ce pays. C'est un roman remarquable et c'est une célébration de la beauté et de la complexité de l'Algérie. Moi, ce livre-là, il m'a beaucoup ému. Je pense que toutes les personnes qui sont de près ou de loin liées à l'Algérie doivent absolument lire ce livre. Parce qu'à travers l'histoire du protagoniste, c'est aussi l'histoire de l'Algérie qui est racontée dans ce livre. Ce livre, il a été adapté au cinéma. D'ailleurs, beaucoup de romans de Yasmina Khadra ont été adaptés au cinéma. L'adaptation est vraiment pas mal pour l'avoir regardé. Alors, si vous êtes algérien, préparez-vous. J'ai une amie qui a regardé le film et qui a lu le livre énormément de fois et elle ne peut s'empêcher de pleurer à chaque fois. Mais honnêtement, j'aurais pu choisir d'autres livres de Yasmina Khadra. Comme je vous l'ai dit au début, c'est un auteur que j'affectionne particulièrement. Je vous recommande notamment la trilogie Les Hirondelles de Kaboul, Les Sirènes de Bagdad et L'Attentat. Et aussi, j'ai beaucoup aimé aussi À quoi rêvent les loups. Alors, à la 8e place, on retrouve Chimamanda Ngozi Adichie avec L'Hibiscus pourpre. Je sais que beaucoup de gens ne jurent que par Americana ou L'autre moitié du soleil, mais personnellement, mon roman préféré de Chimamanda est bien L'Hibiscus pourpre. Mais c'est peut-être un choix personnel parce que l'histoire m'a plus touché. J'ai bien aimé Americana, mais vraiment, le roman de Chimamanda qui m'a le plus touché, c'est L'Hibiscus pourpre. L'histoire nous plonge dans la vie tumultueuse d'une jeune famille nigériane à travers les yeux de la jeune Kambili. Kambili grandit dans une famille catholique conservatrice. Le père Eugène est un personnage central. Il est prêtre et patron d'un journal nommé Le Standard. C'est un véritable bienfaiteur en dehors de la maison. Par contre, c'est un tyran dans le foyer. Il exerce un contrôle total sur sa famille, allant jusqu'à contrôler leur temps de bavardage. Il n'hésite pas à devenir violent quand il le faut. D'ailleurs, la violence est quelque chose qui est très présent dans le livre, mais de façon plutôt subtile. Le livre explore les thèmes complexes de la religion, la tradition et la politique, tout en offrant une réflexion profonde sur l'identité et les libertés individuelles. Le conflit entre le christianisme et le culte des ancêtres est très présent dans le livre. Eugène va jusqu'à rejeter totalement son propre père, qui est resté fidèle au culte des ancêtres, et il va d'ailleurs jusqu'à lui interdire de voir ses enfants. Chimamanda réussit très bien à capturer et à retranscrire les émotions les plus profondes de ses personnages, tout en dressant un tableau saisissant de la société nigériane. L'Hibiscus pourpre est un voyage littéraire inoubliable qui nous invite à explorer les liens familiaux,
les luttes personnelles et l'aspiration à une vie plus authentique. C'est vraiment un roman remarquable qui offre une vision nuancée sur l'histoire et la culture du Nigeria, tout en mettant en lumière la force et la résilience des femmes face à l'adversité. Et si jamais vous aimez ce livre-là et vous aimez aussi la façon d'écrire de Chimamanda, vous allez sûrement aimer un livre que j'ai aussi un peu hésité à mettre dans ce classement-là, c'est Reste avec moi de Ayobami Adebayo. Alors, numéro 7, c'est un roman que j'ai hésité à mettre un peu plus haut dans le classement, mais sachant que c'est un roman qui est récent, j'ai préféré être un peu plus prudent et peut-être quand je relirai le roman une deuxième fois ou une troisième fois, j'aurai peut-être un avis un peu plus précis sur le roman. Mais c'est clairement un chef-d'œuvre, clairement un roman qui mérite sa place dans le top 10. Et on va donc parler du prix Goncourt, La plus secrète mémoire des hommes de Mohamed Mbougar Sarr. Ce livre est un hommage au devoir de violence de Yambo Wologem. Le début est vraiment difficile, on a du mal à comprendre la chronologie et c'est ce qui fait que ce roman est relativement clivant. Le roman est très clivant, il y a pas mal de personnes qui abandonnent dès les premières pages, mais tenez bon et faites partie de l'élite. Si je devais utiliser un adjectif pour ce livre, j'utiliserais le terme envoûtant. La plus secrète mémoire des hommes explore les méandres de la mémoire individuelle et collective au Sénégal. L'histoire se déroule dans un village sénégalais et suit les destins entrelacés de plusieurs personnages, offrant ainsi une fresque humaine riche et captivante. C'est l'histoire d'un jeune écrivain, Djegan Latir Faye, fasciné par un autre écrivain, Tessé Eliman, car celui-ci écrit un seul livre, un chef-d'œuvre, et puis disparaît. Nous suivons donc dans le livre l'enquête de Djegan. L'auteur nous plonge dans un récit empreint de mystère et de tradition ancestrale, tout en abordant des thèmes universels tels que l'amour, la perte ou la quête de vérité. La plus secrète mémoire des hommes est un hommage à la tradition orale et au récit qui forge l'identité d'une communauté. Ce roman fascinant nous transporte dans un univers où se mêlent réalisme magique et profondeur psychologique, offrant ainsi une exploration poignante de la condition humaine et de la richesse des traditions sénégalaises. Ce livre a vraiment une dimension mystique. Il est assez prémonitoire. Mbougar est allé jusqu'à prédire dans le livre comment il a été reçu au Sénégal. Pour moi, ce concours est mérité. Ce livre, je l'ai trouvé vraiment exceptionnel. Il m'a retourné le cerveau. Je fais partie des gens qui se sont accrochés et j'ai vraiment adoré ce livre. Et je pense que c'est un chef-d'œuvre qui mérite sa place dans ce classement. Numéro 6. Celui-là, il va étonner beaucoup de monde. C'est Frères d'âme de David Diop. J'ai beaucoup aimé ce livre. Et en écoutant une interview de David Diop, j'ai compris pourquoi j'ai aimé ce livre. Et j'ai compris pourquoi j'ai bien aimé David Diop. David Diop, en fait, est fan d'Amadou Kourouma. Et ça se sent dans son écriture. Selon moi, Amadou Kourouma est l'un des écrivains les plus talentueux que le continent ait connu. Frères d'âme est un roman puissant et émouvant qui nous plonge dans la Première Guerre mondiale. L'histoire suit les destins croisés de deux tirailleurs sénégalais, Alpha Ndiaye et Mademba Diop, engagés dans un conflit qui les dépasse. David Diop offre une prose poignante et viscérale qui explore les thèmes de la fraternité, de la survie et de l'horreur de la guerre. À travers une écriture lyrique et immersive, l'auteur nous confronte à la brutalité du conflit, tout en mettant en lumière les liens indéfectibles qui unissent les deux protagonistes Mademba et Alpha. Frères d'âme est un hommage poignant aux soldats africains qui ont combattu pour la France et une méditation profonde sur la condition humaine dans un contexte de violence extrême. Ce roman captivant nous invite à réfléchir sur les notions de courage, d'amitié et de sacrifice. Il nous offre une plongée saisissante dans l'histoire des troupes coloniales durant la Grande Guerre. À l'image de la plus secrète mémoire des hommes, j'ai adoré la dose mystique dans ce roman. Et j'ai surtout beaucoup aimé la fin. Cette fin, accroche-toi, parce que tu vas la lire et la relire. En numéro 5, j'ai mis les deux tomes des mémoires d'Amadou Hampâté-Bâ que sont Amkoulel l'enfant Peul et Oui mon commandant. Mais je vais plus parler de Amkoulel l'enfant Peul dans cette vidéo. Amkoulel, ce sont les souvenirs d'enfance d'un extraordinaire personnage qu'est Amadou Hampâté-Bâ. Il a décidé en fait d'écrire ses mémoires en deux tomes. Alors accrochez-vous parce que c'est deux gros pavés qui, je pense que la somme des deux doit faire 1000 pages, quelque chose comme ça. Mais ces 1000 pages, vous ne les verrez vraiment pas défiler. Dans son avant-propos, il écrit « Il est très difficile à un Africain de résumer. On raconte en totalité ou on ne raconte pas. On ne se lasse jamais d'entendre les mêmes histoires. Pour nous, la répétition n'est pas un défaut. » Le livre est donc long et détaillé. Amkoulel l'enfant Peul est donc un récit autobiographique fascinant de l'éminent ethnologue et écrivain Amadou Hampâté-Bâ. Ce livre captivant nous plonge dans l'univers passionnant de l'enfance de l'auteur au sein de la société Peul en Afrique. À travers ses souvenirs, Amadou Hampâté-Bâ offre une vision profonde et riche de la culture Peul, de ses traditions, de sa spiritualité et de son mode de vie nomade. Si tu es Peul, tu dois absolument lire ce livre parce qu'il raconte ton histoire. Le récit est empreint d'une profonde sagesse et d'une poésie envoûtante qui transporte le lecteur dans un monde d'une
grande richesse culturelle. Amkoulé l'enfant Peul est non seulement un témoignage personnel poignant, mais aussi une porte ouverte sur une civilisation fascinante. Personnellement, ce livre m'a bouleversé. J'ai enregistré énormément de citations que j'ai tirées de ce livre, tellement c'est une mine d'or. Alors, quatrième position, c'est un livre qui pendant longtemps était sur mon top 3. Et voilà, récemment, je l'ai enlevé du top 3, mais vraiment récemment. Mais c'est un livre qui a vraiment une place particulière pour moi. Ce livre, c'est L'Appel des arènes d'Aminata Sofal. Alors moi, je suis un fan d'Aminata Sofal. Genre, cette femme, je l'aime énormément. J'ai fait un exposé sur ce livre lorsque j'étais au lycée, alors qu'à cette période-là, je n'étais pas particulièrement passionné par la littérature. Ce livre relate l'histoire de Nala qui traverse une crise d'adolescence qui le pousse vers une quête identitaire. Il est donc constamment en clash avec ses parents et se tourne régulièrement vers sa grand-mère. Il se lie d'amitié avec deux adultes, André et Malao, qui l'initient au monde des arènes, les arènes de lutte sénégalaises. Le livre porte un regard sur les mutations sociales post-coloniales qui s'opèrent dans la société sénégalaise. Le livre évoque vraiment beaucoup de sujets. Il y a notamment un passage sur le deuil que j'ai trouvé très beau, notamment lorsque l'auteur parle de la notion d'oubli. Le roman parle beaucoup d'aliénation, de lutte des civilisations. La lutte sénégalaise est un peu une sorte de fil conducteur dans ce récit et ça fait plaisir. L'auteur n'hésite pas à nous décrire tout le folklore qui accompagne cette pratique. Personnellement, j'ai grandi dans la banlieue de Dakar où la lutte avait une place très importante, place qu'elle a toujours d'ailleurs. Et peut-être que c'est ça qui fait que ce roman me rend particulièrement nostalgique. Nous arrivons maintenant dans le top 3. En troisième position, j'ai mis Allah n'est pas obligé d'Amadou Kourouma. On parle quand même d'un livre qui est à la fois prix Goncourt des lycéens et prix Renaudot. L'histoire se déroule pendant la guerre civile en Sierra Leone et suit les aventures d'un enfant soldat du nom de Birahima. J'aime beaucoup ce livre. Et pour vous donner envie de le lire, je vais vous lire juste le début du livre. Le début de ce livre-là est très important parce que le livre s'ouvre avec la présentation du narrateur. En fait, le narrateur, il prend la parole et il décide de se présenter en 6 points. Et en fait, ces 6 points, c'est 6 points que vous allez vous rappeler dans le livre. En fait, vous allez vous dire, à des moments, il y a des choses qu'il va dire qui va peut-être vous choquer. Mais en fait, vous allez vous dire, il m'a prévenu au début, en fait. Il m'a dit qui il était. Et du coup, en fait, je vais vous dire ces 6 points-là parce que je trouve ça hyper intéressant. Donc, le livre commence ainsi. Je décide le titre définitif et complet de mon blabla et Allah n'est pas obligé d'être juste dans toutes les choses ici-bas. Voilà. Je commence à compter mes salades. Et d'abord, m'appelle Birahima. Suis petit nègre. Pas parce que je suis black et gosse, non. Mais je suis petit nègre parce que je parle mal le français. C'est comme ça. Même si on est grand, même vieux, même arabe, chinois, blanc, russe, même américain, si on parle mal le français, on dit on parle petit nègre. On est petit nègre quand même. Ça, c'est la loi du français de tous les jours qui veut ça. Et 2, mon école n'est pas arrivée très loin. J'ai coupé cours élémentaire 2. J'ai quitté le banc parce que tout le monde a dit que l'école ne vaut plus rien, même pas le paix d'une vieille grand-mère. Entre parenthèses, c'est comme ça on dit en nègre noir africain indigène quand une chose ne vaut rien. On dit que ça vaut pas le paix d'une vieille grand-mère parce que le paix de la grand-mère, foutu et malingre, ne fait pas de bruit et ne sent pas très mauvais. L'école ne vaut pas le paix de la grand-mère parce que même avec la licence de l'université, on n'est pas fichu d'être infirmier ou instituteur dans une des républiques bananières corrompues de l'Afrique francophone. Entre parenthèses, république bananière signifie apparemment démocratique, en fait régie par les intérêts privés, la corruption. Ferme la parenthèse. Mais fréquenter jusqu'à cours élémentaire 2 n'est pas forcément autonome et mirifique. On connaît un peu, mais pas assez. On ressemble à ce que les nègres noirs africains indigènes appellent une galette aux 2 faces braisées. On n'est plus villageois, sauvage comme les autres nègres africains indigènes. On entend et comprend les noirs civilisés et les toubabs, sauf les anglais comme les américains noirs du Libéria. Mais on ignore géographie, grammaire, conjugaison, division et rédaction. On n'est pas fichu de gagner l'argent facile comme argent de l'État dans une république foutue et corrompue comme en Guinée, en Côte d'Ivoire, etc., etc. Et 3, suis insolent. Incorrect comme barbe d'un bouc et parle comme un salopard. Je dis pas comme les nègres noirs africains indigènes bien cravatés, merde, salaud. J'emploie les mots malinqués comme faforo. Faforo signifie ou du père ou de ton père.
Comme Nyamokode, Nyamokode signifie bâtard ou bâtardise. Comme Wallahe, Wallahe signifie au nom d'Allah. Les Malinké, c'est ma race à moi. C'est la sorte de nègres noirs africains indigènes qui sont nombreux au nord de la Côte d'Ivoire, en Guinée et dans d'autres républiques bananières et foutues comme Gambie, Sierra Leone et Sénégal là-bas, etc. Et 4, je veux bien m'excuser de vous parler vis-à-vis comme ça, parce que je ne suis qu'un enfant. Suis 10 ou 12 ans, entre parenthèses, il y a 2 ans, grand-mère disait 8 et maman 10, et je parle beaucoup. Un enfant poli écoute, ne garde pas la palabre. Il ne cause pas comme un oiseau gendarme dans les branches de figuier. Ça, c'est pour les vieux aux barbes abondantes et blanches. Ce que dit le proverbe, le genou ne porte jamais le chapeau quand la tête est sur le cou. C'est ça les coutumes au village. Mais moi, depuis longtemps, je m'en fous des coutumes du village. Entendu que j'ai été au Libéria, que j'ai tué beaucoup de gens avec Kalachnikov ou Kalash, et me suis bien calmé avec Canif et les autres drogues dures. Et 5, pour raconter ma vie de merde, de bordel de vie dans un parler approximatif, en français passable, pour ne pas mélanger les pédales dans les gros mots, je possède 4 dictionnaires. Primo, le dictionnaire Larousse et le Petit Robert. Secundo, l'inventaire des particularités lexicales du français en Afrique noire. Et tertio, le dictionnaire Araps. Ces dictionnaires me servent à chercher les gros mots, à vérifier les gros mots et surtout à les expliquer. Il faut expliquer parce que mon blabla est à lire par toutes sortes de gens. Des toubabs, toubab signifie blanc, colons, des noirs indigènes sauvages d'Afrique et des francophones de tout gabarit. Entre parenthèses, gabarit signifie genre. Le Larousse et le Petit Robert me permettent de chercher, de vérifier et d'expliquer les gros mots du français de France aux noirs nègres indigènes d'Afrique. L'inventaire des particularités lexicales du français d'Afrique explique les gros mots africains au toubab français de France. Le dictionnaire arabe explique les gros mots pidgin à tout francophone qui ne comprend rien de rien au pidgin. Comment j'ai pu avoir ces dictionnaires? Ça, c'est une longue histoire que je n'ai pas envie de raconter maintenant. Maintenant, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas envie de me perdre dans du blabla. Voilà, c'est tout. Afafro. Et 6, c'est vrai. Je suis pas chic et mignon. Je suis maudit parce que j'ai fait du mal à ma mère. Chez les nègres noirs africains indigènes, quand tu as fâché ta maman et si elle est morte avec cette colère dans son cœur, elle te maudit. Tu as la malédiction et rien ne marche chez toi et avec toi. Je suis pas chic et mignon parce que je suis poursuivi par les Nyama de plusieurs personnes. Entre parenthèses, Nyama est un gros mot nègre noir africain indigène qu'il faut expliquer aux Français blancs. Il signifie, d'après inventaire des particularités lexicales du français en Afrique noire, l'ombre qui reste après le décès d'un individu. L'ombre qui devient une force immanente, mauvaise, qui suit l'auteur de celui qui a tué une personne innocente. Et moi, j'ai tué beaucoup d'innocents. Au Libéria et en Sierra Leone, où j'ai fait la guerre tribale, où j'ai été enfant soldat, où je me suis bien drogué aux drogues dures. Je suis poursuivi par les Nyama, donc tout se gâte chez moi et avec moi. Nyamokode, bâtardise. Me voilà présenté en 6 points, pas un de plus, en chair et en os, avec en plume ma façon incorrecte et insolente de parler. Entre parenthèses, ce n'est pas en plume qu'il faut dire, mais en prime. Il faut expliquer en prime aux nègres noirs africains indigènes qui ne comprennent rien à rien. D'après Larousse, en prime signifie ce qu'on dit en plus. Voilà ce que je suis. C'est pas un tableau réjouissant. Maintenant, après m'être présenté, je vais vraiment compter ma vie de merde de damné. Asseyez-vous et écoutez. Et écrivez tout et tout. Allah n'est pas obligé d'être juste dans toutes les choses. Fafro. Voilà, si ça vous a pas donné envie de le lire, je ne comprends rien. Là, c'est vraiment dur pour moi de reprendre le fil après la présentation d'Allah n'est pas obligé. Mais nous voici à la 2e place qu'occupe
Une si longue lettre de Mariama Ba. Une si longue lettre est un roman épistolaire poignant de l'écrivaine sénégalaise Mariama Ba. C'est une lettre d'une femme sénégalaise, Ramatoulaye, qui raconte son histoire personnelle comme veuve, comme coépouse et comme mère d'une manière expressive et émotionnelle. Le roman est remarquable pour plusieurs raisons. Les défis auxquels sont confrontées les femmes sénégalaises et africaines dans leur lutte pour l'égalité, la dignité et la liberté dans une société patriarcale et souvent oppressante. J'ai toujours considéré que le thème central du livre, c'est l'amitié, parce qu'il s'agit quand même d'une lettre que Ramatoulaye écrit à sa meilleure amie, et elle dit dès le début du livre qu'elle écrit pour se confier parce que la confidence noie la douleur. En plus de l'amitié, le livre aborde des thèmes comme la maternité, la famille, la tradition, la modernité et raconte l'histoire d'une génération de femmes dont la vie a été marquée à la fois par les traditions et la lutte pour le changement dans une société en mutation. Mariama Ba aborde également des questions sociales comme la politique, la corruption, la tyrannie et la difficulté à construire une nation forte et indépendante. De plus, le roman est écrit dans une langue poétique fluide et simple, ce qui le rend facile à lire tout en étant profondément évocateur et émotionnel. Enfin, Une si longue lettre est un appel à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes dans une communauté africaine. Il a été un livre très influent dans l'histoire de la littérature africaine et continue d'être un exemple puissant de la voix des femmes africaines dans le monde. Dans l'ensemble, il s'agit d'un roman impressionnant et émouvant qui mérite d'être lu et être pris en considération. Je pense que c'est sans doute le livre le plus lu au Sénégal et sans doute l'un des livres les plus lus en Afrique. Le seul regret qu'on peut avoir, c'est que Mariama Ba nous a quittés très tôt et que, à part Chant écarlate, on n'a pas pu avoir un autre livre d'elle. Nous voilà enfin arrivés à la première place et en numéro 1, j'ai mis Things Fall Apart de Chinua Achebe. Things Fall Apart qui se traduit en soit Le monde s'effondre ou Tout s'effondre. On se trouve donc en Afrique précoloniale avec ses dieux, ses croyances, ses sculptures. L'histoire se déroule au Nigeria. Le livre explore les traditions et la culture Igbo avant l'arrivée des Européens et comment l'arrivée des administrateurs coloniaux et des missionnaires a bousculé la vie du village et de ses habitants. Le monde s'effondre est un roman de Chinua Achebe qui raconte l'histoire d'Okonko qui est un leader et un guerrier dans un village Igbo. Pour des raisons de guerre tribale, Okonko va connaître un exil de 7 ans et à son retour, il découvre l'arrivée d'une nouvelle religion emmenée par les Anglais. Il s'oppose totalement à l'arrivée du christianisme et décide de mener un soulèvement au sein de son village contre cette intrusion. Son propre fils finira par adopter la culture coloniale et la religion chrétienne. Le livre raconte le choc entre la civilisation précoloniale africaine et la civilisation européenne conquérante. Il met en lumière la complexité des changements culturels traversés par le peuple Igbo et les tensions qui émergent face à l'intrusion de la culture et des institutions coloniales. Le livre souligne l'importance vitale de préserver sa propre culture et de résister à l'assimilation forcée et à la domination étrangère. C'est très difficile d'expliquer mon sentiment pendant la lecture de ce roman. Il m'a fait ressentir plein d'émotions étranges et sa fin est particulièrement marquante. À mon sens, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce livre, juste lisez-le. Voici donc ce top 10 qui s'achève. N'hésitez pas à me dire quels sont selon vous les livres incontournables de la littérature africaine. Et je vous laisse en suggestion une analyse un peu plus profonde de quelques-uns parmi les livres dont on a parlé.